Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir chers étudiants, surtout les étudiants de la licence 3. Donc on se retrouve pour un module, le module portant sur le droit maritime international. Alors c'est un module assez long quand même, très costaud, très volumineux aussi. Donc on va essayer d'y aller pas à pas, étape par étape, pour pouvoir bien cerner la notion de droit maritime international. Alors il faut savoir que c'est un module juridique déjà. On va parler de droit, on va beaucoup parler de droit, mais surtout de droit portant sur les relations entre professionnels du transport maritime, mais aussi les droits qu'ont les États dans leurs espaces maritimes. Alors, pour ce premier cours, donc on ne va pas y aller directement, d'accord? Il y a ce que j'appelle toujours les préambules, d'accord? Souvent, certaines notions qui sont, certains modules qui sont nouveaux et qui sont très sensibles, je préfère souvent faire quelques préambules, régler quelques notions de base, quelques notions basiques, hein, des notions à maîtriser, des notions d'ordre technique, des notions d'ordre logistique, des notions d'ordre juridique, pour une bonne maîtrise du droit maritime international, mais aussi ces notions, on aura à les utiliser au fur et à mesure quand on va progresser dans ce module. Alors, pour ce module, dans la partie 2 que nous ferons la prochaine fois, nous allons faire une historique du droit maritime. Nous allons déjà définir la notion de droit maritime, mais à chaque fois qu'on étudie le droit, vous savez, il faut toujours insister sur les sources et sur l'objet. Nous verrons les sources nationales, les sources internationales, mais surtout nous verrons quel est l'objet du droit maritime. Après, nous allons entamer l'étude portant sur les conventions internationales. Nous parlons des conventions portant sur le transport de marchandises, les conventions portant sur le transport de passagers, mais surtout la convention portant sur le droit de la mer. Bien sûr, nous ferons la distinction entre le droit de la mer et le droit maritime, bien sûr. Alors, c'est une notion assez complexe, très complexe. Vous savez que la mer a ses propres réalités. On définira plus tard le navire, et nous dirons que le navire est un bâtiment de mer qui effectue un véritable service de navigation maritime, l'obligeant à surmonter les périls et dangers de la haute mer. Pour revenir sur Platon disait il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Donc vous savez que donc la mer a une particularité, d'accord? Un ami a l'habitude de dire que la mer est indisciplinée, la mer est capricieuse, d'accord? Il y a ce qu'on appelle les réalités de la mer, d'accord? Mais par respect, je ne peux pas commencer ce chapitre sans évoquer le père du droit maritime international, René Rodière. Ah oui, si aujourd'hui la notion de droit maritime est très maîtrisée et très vulgarisée, c'est grâce à lui, d'accord? C'est un émérite professeur français. Il a enseigné le droit maritime, hein, il a fait beaucoup de travaux sur le droit des obligations. Il a fait beaucoup de travaux sur le contrat d'affrètement, les différents types d'affrètement. Donc, je ne pourrais pas manquer Rodière en parlant de droit maritime international. Maintenant, il y a les autres. Hein, il y a le professeur Philippe Delbecq, hein, il y a le doyen Rippert, etc. On aura l'occasion d'en parler. Alors, le droit maritime, pour ne pas être long, hein, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est juste un préambule. Hein, d'accord? Déjà, je vous ai envoyé juste un document Word de 2 pages, juste pour vous familiariser avec certains termes. Et ce qu'on va faire après, nous familiariser avec certaines notions d'ordre logistique, d'ordre technique et d'ordre juridique. Mais pour ne pas être long, le droit maritime, que parle-t-on? Il faut savoir que le droit maritime que nous allons développer est un droit essentiellement commercial, donc privé. Relations entre commerçants, entre les armateurs, les chargeurs, nous parlons de contrat de transport, nous parlons de contrat d'affrètement, nous parlons de contrat d'assurance, etc., etc. Sans oublier bien sûr le droit de la mer. Le droit de la mer qui consiste à l'utilisation des espaces maritimes. Et là, nous évoquerons plus tard la convention de Montego Bay qui a été signée le 10 décembre 1982 et qui compartimente les espaces maritimes. Donc le droit de la mer s'applique aussi bien aux entreprises qu'aux personnes.
D'accord. Juste comme définition, pour ne pas être long, l'ensemble des règles juridiques qui sont applicables aux activités déterminées par la mer, bien sûr. D'accord. Nous parlons de navigation maritime, les côtes, les ports sont concernés. Donc, en grosso modo, les règles de base qui viennent, bien sûr, apporter des solutions pour les litiges entre les différents professionnels du transport maritime. Alors, c'est une branche du droit importante. Très importante, pourquoi? Parce que le transport maritime, comme vous le savez, occupe 90% du commerce international. L'essentiel du commerce mondial passe par la mer. On dit même que le transport maritime est l'épine dorsale du commerce international. Nous allons le voir après. Donc, ce que je disais tantôt, aujourd'hui, c'est un préambule. Nous allons juste clarifier certaines notions d'ordre juridique, mais aussi d'ordre logistique. Alors, le droit, je ne vous apprends rien. Le droit, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de normes qui régissent les rapports entre les individus en leur fixant des droits et en leur fixant des obligations. D'accord. Le droit, il est contrôlé par l'État. D'accord. La puissance publique. Maintenant, le droit comporte plusieurs sous-ensembles. Et dans ces sous-ensembles, nous avons le droit civil, le droit commercial, le droit des obligations, le droit maritime, le droit privé comme le droit public. Nous verrons plus tard que le droit maritime ne se suffit pas seul. Il relève à la fois du droit public, mais aussi du droit privé. Ce que nous verrons la prochaine fois, bien sûr. D'accord. Par contre, le contrat, là, j'ai puisé dans le Code civil français. Le nouveau article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, à modifier ou à transmettre ou à éteindre des obligations. D'accord. Le contrat repose sur un accord de volonté, la volonté des parties. D'accord. Cela suppose qu'il y ait deux parties. Exemple, l'armateur, le chargeur. Exemple, le vendeur, l'acheteur. Exemple, l'assureur, l'assuré. D'accord. Etc. Etc. bien sûr. Alors, une convention internationale, c'est quoi? Nous en étudierons plusieurs. D'accord. Convention de Bruxelles, convention de Hambourg, la convention de Rotterdam, la convention d'Athènes, sans oublier la convention de Montego Bay, etc. etc. Alors, la convention internationale, déjà, c'est l'affaire des États. D'accord. Elle désigne une déclaration, ou bien des déclarations formelles. D'accord. Ces conventions sont généralement ratifiées par des États pour obtenir une force obligatoire. D'accord. Et souvent, c'est l'affaire des traités internationaux. L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation maritime internationale, l'UNICEF, l'UNESCO, le CMI, le Comité maritime international, etc., etc. Maintenant, il faut savoir que dans les conventions internationales, il y a des États signataires, il y a des États adhérents, il y a des États tiers. Les États signataires, ce qu'on appelle aussi les hautes parties contractantes. D'accord. On les appelle aussi des États membres fondateurs. D'accord. Ils ont été là lorsqu'on a négocié la signature, l'approbation. Donc ce sont des États qui ont été là depuis le début. Ensuite, les États adhérents n'avaient pas participé aux phases de négociation au début. Mais par la suite, ils sont venus solliciter les États qui étaient là pour avoir la qualité d'État membre fondateur. Un État tiers, c'est juste un État neutre. Il n'est ni adhérent et il n'est ni signataire, bien sûr. D'accord. Ensuite, la ratification, on l'a dit tout à l'heure, c'est la confirmation d'un engagement signé par un État. D'accord. Tant qu'un État n'a pas ratifié une convention, cette convention ne lui est pas encore applicable, même si l'État l'a signé dès le départ. Maintenant, sur le plan national, la promulgation est le pendant de la ratification, bien sûr. D'accord. À titre d'exemple, le Sénégal a signé la convention de Hambourg le 31 mars 1978, mais le Sénégal l'a ratifié le 17 mars 1996, bien sûr. Une réserve, c'est juste une abstention, une retenue. D'accord. Sur une convention, quand on le signe, un État vient mettre des réserves. D'accord. Pour que cette partie de la convention ne lui soit pas encore applicable. Mais d'accord, mais la réserve a une autre signification concernant la prise en charge de la marchandise ou bien lors de la livraison. Nous le verrons au plus tard dans l'évolution du module portant sur le droit maritime international. La dénonciation est une demande de modification ou de révision. Ah oui, parce que le transport évolue, le commerce évolue. Il faut aussi que les textes viennent s'adapter aux nouvelles exigences des transports et du commerce. D'accord. À titre d'exemple, la convention portant sur le transport ferroviaire qu'on appelle convention de Berne, la France l'a dénoncée en 1920. Pourquoi? Parce que les personnes et les animaux
les animaux vivants étaient soumis au même régime de responsabilité. Excusez-moi, les personnes et les marchandises étaient soumis au même régime de responsabilité, ce qui n'était pas normal. D'accord. Donc une dénonciation est une tentative de remise en cause. Alors, une présomption, comme on le dit, c'est une supposition partant d'un fait connu pour aboutir à un fait inconnu. D'accord. Jugement fondé sur des apparences, sur des suppositions. D'accord. Ensuite, pour en venir au lexique logistique, plus précisément maritime, je l'ai dit tantôt, le transport maritime est l'instrument de la mondialisation. Le transport maritime est un vecteur essentiel du commerce mondial. Le transport maritime est l'un des enjeux de taille de la mondialisation, puisqu'il occupe 90% du commerce international, bien sûr. D'accord. Les dernières statistiques parlent de 10 milliards de tonnes de marchandises transportées par année, en valeur près de 1500 milliards d'euros, bien sûr. D'accord. C'est de très loin le mode de transport le plus utilisé. C'est pourquoi il y a toujours des enjeux de taille. Les ports qui sont des maillons, les maillons les plus sensibles de la chaîne de transport maritime. Les ports sont des zones de contact. Les ports sont des lieux abrités qui ont été construits sur la côte permettant aux navires d'effectuer leurs opérations commerciales. D'accord. Le port permet d'assurer ce qu'on appelle la continuité du transport entre la circulation maritime et la circulation terrestre. Donc le rôle du port, c'est d'assurer la continuité du transport sur l'interland, en l'occurrence l'intérieur des terres. Le navire, je ne serai pas long, mais on reviendra beaucoup sur le navire. Le navire est comme un être humain. Il naît, il vit, il meurt. Il a une nationalité. Il a un port d'attache, il a un numéro d'identification. Mais on retiendra que c'est un bâtiment de mer qui arrive à surmonter les périls et les dangers de la mer. Contrairement au bateau qui est un bâtiment de fleuve, de rivière ou bien de lac. Alors, les parties au contrat, bien sûr, dans l'interprétation du cours sur du module sur le droit maritime international, nous parlerons longuement du contrat de transport maritime. Mais juste pour vous donner une idée, nous avons l'armateur et nous avons le chargeur. L'armateur, c'est la personne qui signe le contrat avec le chargeur. L'armateur, souvent, désigne le propriétaire du navire, la compagnie de navigation maritime. Mais dans un sens beaucoup plus juridique, c'est toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport est conclu avec un chargeur. Le chargeur, c'est la personne au nom de laquelle, pour le compte de laquelle, le contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur. Et s'entend également toute personne dont les marchandises, qui remet les marchandises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer. Ils ont des obligations. L'armateur a une obligation de résultat, le chargeur a une obligation de bien emballer la marchandise, mais aussi de payer le prix du transport. Le document qui va matérialiser ce contrat-là, on l'appelle le connaissement. Maintenant, je ne serai pas long, on parlera longuement du connaissement maritime, qui est la preuve du contrat de transport maritime et qui est le seul document de transport qui est négociable. Pourquoi? Parce qu'étant un titre représentatif de la propriété des marchandises. Quelques autres notions ensuite pour en finir. Le cas de force majeure qui désigne une situation imprévisible, irrésistible, insurmontable, extérieure, rendant l'exécution d'une obligation de résultat impossible. Il faut la réunion de ces 4 éléments. Donc ces 4 éléments sont cumulatifs et non alternatifs. L'absence d'un de ces éléments, s'il y a absence d'un de ces éléments, on peut parler de cas de force majeure. Maintenant, l'obligation de résultat, c'est lorsque la personne à qui elle s'applique est tenue coûte que coûte d'atteindre un résultat fixé par la loi. Exemple, le transporteur, obligation de résultat. Par contre, l'obligation de moyens, la personne doit faire tout son possible pour atteindre un résultat, mais sans garantir le résultat. Exemple, le médecin, l'avocat et le professeur à titre d'exemple. Donc, pour résumer, le droit maritime est une discipline juridique dont les présupposés de codification remontent au Moyen-Âge. D'accord. Le droit maritime s'intéresse aux différentes situations juridiques portant sur la mer. Donc la partie d'aujourd'hui, c'était juste une partie préambule, une partie permettant de régler quelques notions de base, quelques notions basiques d'ordre juridique et d'ordre technique. D'accord. Nous nous reverrons la prochaine fois pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. N'oubliez pas de consulter la vidéo et de faire les QCM. Merci et à très bientôt.